Audio Jungle. La passion est encore ce qui aide le mieux à vivre. Autour de ce plateau, ce vendredi, les spécialistes sont bien là, animés de cette passion du foot européen. Roméo Yetor, salut, bienvenue. Bonjour Angelo, Rola et Todos, j'espère que vous vous portez bien. Nous allons bien, ça se sent dans votre voix que vous êtes en forme. Je pète la forme. Ah oui, ça c'est super. La présence de Henri Akodo. Bonjour Henri, comment vous allez? Bonjour Angelo, Folikwe, je me porte à merveille. Merci de répondre présent à notre invitation. Salut également le patron de la Bundesliga, Frank Munyama. Guten Morgen. Morgen Angelo, bonjour le plateau, bonjour à tous les inconditionnels de cette émission. En forme, hein? Là. Ça va. Ah oui, les jours passent vite et puis voilà, chaque semaine, ça passe très très vite. Alors nous attendons sous peu en studio notre invité, le sommaire de ce nouveau numéro de Plateau Foot Europe. 38 ans d'attente, c'est fait. L'AS Saint-Etienne jouera une finale de la Coupe de France. Ce sera face au Paris Saint-Germain. Nous irons en Allemagne, en Angleterre et en Espagne pour parler des coupes nationales. Au week-end de choc dans les majeurs, le derby mancunien. La lutte pour les places européennes s'annonce rude. En Liga, en Bundesliga, même scénario. En suspense dans la Serie A et en Ligue 1 Conforama. Le coronavirus s'empare du football et crée la psychose sur le vieux continent. Quels impacts de cette épidémie sur la fin de compétition au niveau de l'Europe? On en parle dans le débat. Chers auditeurs, salut sportif à toutes et à tous. Vous nous recevez chez vous, dans vos bureaux, véhicules et autres. Vous faites bien. Équipe technique du jour, Sa Majesté Pélagie Mekoum et l'homme à devant, je suis Angelo Folikwe. Plateau Foot Europe 622 en direct du studio Messanyami. Bienvenue, excellente réception à toutes et à tous. English Premier League News. Nous démarrons avec le foot anglais. Nous parlons d'abord de la FA Cup puisqu'il y a eu des matchs du 5e tour, l'équivalent des 8e de finale de la compétition. Alors on va brosser les différents résultats avec le succès et la qualification de Newcastle United 3-2 face à West Bromwich Albion. Tottenham qui reste sur le carreau. Oui, un but partout face à Norwich et puis derrière ce sont les tirs au but qui ont été vraiment désagréables pour les hommes de José Mourinho. On rappelle également la qualification de Leicester, d'Arsenal, de Chelsea, surtout face à Liverpool. Roméo Yetor, cette équipe de Liverpool, qu'est-ce qui se passe? Doit-on dire que désormais chaque match, c'est une défaite pour les Reds ou c'est un incident de parcours? C'est inquiétant la situation que traversent aujourd'hui les Reds de Liverpool. J'ai l'impression que l'état de grâce est fini pour cette équipe de Jürgen Klopp. Aligner 3 défaites d'affilée, toutes compétitions confondues, ça ne ressemble pas donc à Liverpool qu'on a connu en début de saison. Oui. Mais il fallait s'attendre à cette situation. Je pense que les Reds auront le mental pour pouvoir se relever de cette petite chute parce que la chute sera encore compliquée puisqu'il y a les 8e de finale retour de la Ligue des Champions et même si les Reds sont bien partis pour finir champions d'Angleterre, mais il va falloir soigner certaines statistiques et quand ça se passe comme ça, je me demande est-ce que les joueurs ne seront pas atteints, mais bon, étant donné qu'ils sont des professionnels, ils sauront quoi faire pour se sortir de cette situation. Frank Munyama, cette équipe de Jürgen Klopp, est-ce que en étant éliminé en coupe, c'est une compétition en moins quand on sait qu'on est également sur les tableaux de la Champions League et de la Premier League? Je dirais que la priorité de Jürgen Klopp cette saison, c'est visiblement le titre de champion en Angleterre et puis la Ligue européenne des champions. Il a envie de faire un doublé à ce niveau et de gagner le titre qui les fuit depuis 30 ans. Okay. Donc lorsque vous voyez les autres compétitions, il a quand même souvent tourné son effectif. Il met parfois même des joueurs de l'équipe B, on va dire réserve, pour faire cette compétition afin de permettre aux titulaires d'être en forme. Maintenant, 3 défaites sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Quelle que soit la forme de l'équipe, ça devient quelque part inquiétant. Le doute peut s'installer dans la tête des joueurs et là, ça peut créer autre chose. Donc, tous les matchs que Liverpool va pouvoir jouer maintenant restent quelque part des matchs de très très attendus parce que là, ils avaient 12 points pour aller chercher le titre. Oui. Maintenant, ils perdent
ils perdent le match qui a suivi en championnat. Exact. Il reste toujours 12 points maintenant. La dynamique est cassée. La dynamique est cassée naturellement. Ils n'ont pu battre le record détenu par Arsenal, Exactement. qui était de 49 matchs. Oui. Donc Liverpool est quelque part sous pression. Maintenant, j'ai aimé la fin de la réaction de Roméo. C'est des joueurs professionnels. Ils savent ce qu'ils veulent. D'accord. Tout le staff connaît quand même l'importance de ce titre qui n'est plus revenu à la maison depuis 30 ans. Donc, on va pas se louper. J'ai envie de dire que oui, Liverpool est un peu en difficulté, mais ils vont pouvoir se sortir de ce piège-là. La dernière fois, c'est Frank Lampard qui disait « Nous allons jouer ce match à fond, quel que soit l'adversaire. » Ils l'ont fait face à cette équipe des Reds conduite par un certain Jürgen Klopp. On va parler d'Arsenal. Arsenal également s'est qualifié en battant la formation de Portsmouth. Ça fait également du bien à cette équipe de Mikel Arteta. Forcément que ça fait du bien pour les Gunners qui sont en manque de confiance depuis quelques matchs. Même s'ils ont eu à gagner 2 rencontres consécutives en championnat, ils ont été éliminés en Ligue Europa oui. Dans les conditions un peu compliquées parce que c'était pratiquement en fin de match. Et oui. donc c'est une formation aujourd'hui qui respire bien avec cette qualification. Je pense que Mikel Arteta et oui. ses hommes, notamment Pierre-Emerick Aubameyang et tous les jeunes qui sont au sein de cet effectif vont quand même tout donner pour du moins aller très loin dans cette compétition. Alors, merci bien. On va juste récapituler les quarts de finale qui ont lieu le 21 mars prochain. Il y aura Norwich, Manchester United, Sheffield United face à Arsenal. Newcastle va recevoir la formation de Manchester City. Et puis, un intéressant Leicester City, Chelsea. Alors, on va enchaîner avec la Première Ligue. Pendant ce temps, nous souhaitons la bienvenue à Jonathan Tissot d'Africa Top Sport. Salut. Bonjour Angelo, bonjour à tous les auditeurs. Comment vous portez-vous? Je vais bien par la grâce de Dieu. D'accord. On va parler de cette équipe de Manchester City au niveau de cette Première Ligue anglaise qui va se déplacer sur la pelouse d'Old Trafford pour jouer face à la formation de United. Ce sont des voisins. Nous parlons du 182e Derby of Manchester. Sur les 3 derniers matchs ou les 4 derniers matchs, qui voyez-vous en forme dans ce derby, Jonathan Tissot? Les 2 équipes sont en forme en ce moment. Quand oui. on prend la forme de on va régler un peu votre micro. Je pense que les 2 équipes sont en forme. Oui. Quand on prend la dynamique des 2 clubs, la dernière confrontation entre les 2 équipes mancuniennes a été remportée par United oui. sur le stade de l'Etihad Stadium. Donc moi je pense véritablement que ça sera un match très emballant, ça sera un match spectaculaire entre ces 2 formations et du moins ça sera joué à Old Trafford. Donc on connaît quand même la ferveur, on connaît quand même ce théâtre des rêves là. Et moi je pense qu'aujourd'hui Manchester United a un atout. Qu'on le veuille ou pas, c'est un certain Odio Ingalo qui a d'ailleurs marqué un doublé oui. hier face à Derby County en FA Cup. Moi je pense que c'est un attaquant qui a apporté de la profondeur, qui a apporté une autre touche à cette phase offensive de United. Et je pense véritablement que ça sera un match très lancé entre les 2 formations. Et je vois Manchester United parce que face à des adversaires qui jouent au football, Manchester aime quand même posséder par des contre-attaques. Et je pense véritablement qu'avec la vitesse d'Anthony Martial qui est très en forme, également le jeune James oui. qui est en forme également, je pense que tous les ingrédients sont réunis pour voir une équipe de United d'aimer les pions Citizens. Qui voit le contraire? Si Jonathan Tissot donne favori United, Henri? Je ne pense pas que la formation des Red Devils pourra tenir face à cette machine infernale de Manchester City, parce que Manchester City c'est pratiquement une machine, c'est une maturité collective et technique de la part de ses joueurs. On a comme l'impression que les joueurs répètent pratiquement les mêmes efforts, les mêmes déplacements. C'est un jeu fluide tourné vers l'avant avec cette capacité d'user l'adversaire à travers l'utilisation du ballon. Ils ont cette capacité également de presser haut l'adversaire, de l'harceler dans sa moitié de terrain adverse. Quand je prends les qualités individuelles de cette formation, notamment Raheem Sterling, Riyad Mahrez sur les couloirs, ça va très vite. Ils ont beaucoup de fulgurance et une certaine dextérité. Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne. Bien évidemment, Kevin De Bruyne qui a cette capacité de pouvoir délivrer des passes dans des mouchoirs de poste. Il trouve à chaque fois des circuits de passes pour servir un certain Kun Aguero qui est un maître dans l'art quand il s'agit des déplacements, quand il s'agit de multiplier les appels dans le dos des défenseurs adverses. Cette formation de Ole Gunnar Solskjaer
a beaucoup à craindre face à cette machine que va Manchester mettre en City. place Pep Guardiola. Alors, sur le papier, je crois qu'il n'y a même pas débat à faire. D'accord. Sur le papier, Manchester City est largement au-dessus de United. Mais ils ont été battus à l'aller. Hein. Oui, ils ont été battus. Chez eux. Tout peut arriver sur un match. Lorsqu'on voit un peu les performances, les valeurs, les qualités intrinsèques des joueurs de Pep Guardiola, c'est un peu au-dessus de Manchester United. Maintenant, par rapport à cette période de la saison, les Reds commencent par retrouver, on va dire, une certaine stabilité. La confiance revient peu à peu dans la tête des joueurs, même si on revient sur cette bévue de Real la dernière fois. C'est une équipe qui a envie de se prendre en main maintenant. Et là, il va y avoir une opposition assez farouche. C'est vrai, lorsqu'on prend cette opposition les yeux fermés, on dira que les Citizens vont rapidement plier les choses. Mais attention, à Martial qui va bien ces derniers temps, qui porte cette équipe. On peut avoir d'autres joueurs, d'autres défenseurs qui peuvent marquer pour Manchester United. Il y a un certain Bruno Fernandes. Bruno Fernandes qui est revenu et qui a marqué la dernière fois. Donc attention, mais quand même à l'arrivée, on dira 55-45. 55-45 en faveur de City. Voilà. Roméo, j'ai envie de vous poser cette question. On sait très bien que les deux équipes seront en compétition au niveau des Coupes européennes la semaine prochaine. City en Ligue des Champions, United en Ligue Europa. Ouais. Il va falloir gagner pour avoir un capital confiance. Hein. Oui, ça c'est sûr. C'est vrai qu'offensivement, cette équipe de Manchester City fait peur. Mais quand on voit un peu le parcours des Red Devils dans cette seconde partie du championnat, je me dis qu'il y a une certaine stabilité du côté des Red Devils. Sur les 9 derniers matchs, toutes compétitions confondues, Manchester City a marqué plus de 20 buts, sinon 22 buts, et en a encaissé 2. Ça veut dire tout simplement que voilà, l'équipe gagne en maturité, gagne également en confiance. Sur les 2 dernières confrontations cette saison, Manchester United a battu City en championnat et en League Cup. Ça veut dire tout simplement que c'est une bête noire pour City cette saison. Maintenant, il faut attendre la réaction des Citizens. Pep Guardiola ne va pas accepter se faire battre 3 fois de suite dans la même saison. Et c'est là où je crains un peu la réaction de Manchester City face à Manchester United. Mais quoi qu'on dise, ça va être un match assez fou à suivre. En tout cas, et suspense également dans ce dernier virage de la Première Ligue, même si on annoncerait peut-être les effets du coronavirus, on aurait appris comme quoi le championnat pourrait s'arrêter du côté de Première. Mais bon, on va en parler tout à l'heure dans le débat. On rappelle que United est 5e au classement à 3 petits points de la 4e place, synonyme de Ligue des Champions, occupée par la formation des Blues de Chelsea. Alors on va donner les autres matchs de cette 29e journée de Première Ligue. Liverpool, le leader intouchable, reçoit à domicile Bournemouth. Arsenal joue contre West Ham dans un petit derby de Londres. Southampton sera face à Newcastle United. Face à face, Sheffield United, Norwich City. Wolverhampton accueille Brighton. Crystal Palace joue contre Watford. Et puis Burnley reçoit la formation de Tottenham, mal en point. Et puis dimanche, on aura Chelsea-Everton. Et puis on l'a dit tout à l'heure, le gros derby de Manchester à partir de 16h30. United qui reçoit City. Et le franc, direction... Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, buena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol. On aura le temps de parler de Casemiro, mais là, on va parler de la Coupe du Roi. Et c'est une affiche curieuse. Hein. Ouais. Roméo Yetor, ni le Barça, ni le Real sur cette affiche, mais on parle de la Real Sociedad et de l'Athletic Bilbao. C'est une finale 100% basque. En Espagne, ça n'arrive pas très souvent. C'est Athletic Bilbao qui joue contre la Real Sociedad. Les 2 équipes ont éliminé respectivement Mirandés. Oui. La qualification de la Real Sociedad est passée par Mirandés et Athletic Bilbao a sorti donc Grenade. Et quand on prend Mirandés, c'est une équipe de 2e division. Bientôt, cette équipe aura 100 ans, mais n'a jamais joué en Liga, c'est-à-dire en première division. Mais c'est une équipe qui surprend. En 1992, elle a
Celta a connu presque le même parcours en arrivant jusqu'en demi-finale. C'est-à-dire tout simplement qu'il y a un travail qui se fait de l'autre côté des équipes de seconde zone, mais qui arrivent à damer le pion aux équipes de première division. Je crois que Mirandes a fait le nécessaire cette année, a créé la surprise, la sensation. Malheureusement, cette équipe ne va pas jouer la finale. Ah oui, ça montre à suffisance que si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas jouer dans la cour des grands au niveau de cette compétition. Alors, on parlait de cette équipe de la Real Sociedad qui est en finale. C'est un bonus pour la formation andalouse. Justement, parce qu'on sait qu'en Liga, si ce n'est pas le Barça, c'est le Real ou encore Atlético Madrid, ça va être compliqué de pouvoir gagner le titre, mais se contenter de cette Coupe d'Espagne, en tout cas qui est une coupe majeure également en Espagne, puisque c'est la seule coupe d'ailleurs. Et ça permet également à la Real Sociedad et à l'Athletic Bilbao de jouer l'année prochaine la Super Coupe d'Espagne en attendant les deux premiers donc, de la Liga. Incroyable quand même comme affiche. John, vous voulez là-dessus avant de parler des autres matchs de la Liga? C'est surprenant de voir ces deux équipes à cette étape de la compétition, mais quand on voit le parcours et l'historique, l'histoire de ces deux clubs, ils jouent quand même un grand rôle en Liga depuis plusieurs années. Quand on prend la Real Sociedad avec dans un certain temps Carlos Vela dans le temps, Seferovic, ce sont ces équipes-là, l'Atlético Bilbao également qui avait en son sein Fernando Llorente et ces joueurs-là qui ont quand même damé les pions au FC Barcelone. Donc, cela veut dire que malgré que ces joueurs aient quitté ces deux clubs, il y a de la continuité, il y a du travail qui se fait. Aujourd'hui, on parle de William José au niveau de la Real Sociedad, du jeune, de l'ancien mancunier, du jeune belge Adnan Januzaj. Ce sont ces joueurs-là qui éblouissent entre guillemets l'attaque de cette équipe-là. Et au niveau de l'Athletic Bilbao, il y a toujours le vétéran Aris Aduriz qui est toujours là. Donc ça sera un match très fou, un match spectaculaire entre les deux. Et moi je pense que l'équipe qui aura quand même l'ascendant sur l'autre va essayer de pouvoir véritablement décrocher ce trophée-là. Le rendez-vous est pris pour le 18 avril 2020. Et là on parle de la Liga. Des nouvelles de cette énième journée, d'abord du Real Madrid. Le Real Madrid, pour le compte de cette 27e journée, est en déplacement chez le Betis Séville. C'est dimanche. Mais cette 27e journée s'ouvre ce soir avec une rencontre. Alaves reçoit le Football Club Valence. Demain samedi, Eibar s'oppose au Real Mallorca. Atlético Madrid reçoit le Football Club Séville. Le FC Barcelone joue contre la Real Sociedad. En tout cas, c'est une rencontre à ne pas rater par rapport à la performance de la Real Sociedad en Coupe du Roi. Le Celta Vigo se rend chez Getafe de Dieng d'Akonam, une équipe également très en forme ces derniers temps. Et dimanche, la suite de la 27e journée, Osasuna contre Espanyol Barcelone, Valladolid face à Athletic Bilbao, Levante Grenade, Villarreal contre Leganés. Je le disais que le Real est en déplacement chez le Betis Séville. On rappelle qu'il y aura un match en jeu entre Getafe et le Celta, et puis de l'autre côté, l'Atlético et Séville. Getafe doit gagner et peut-être espérer, Franck Ndouyama, un match nul entre l'Atlético et Séville, parce que là on sait très bien que les points deviennent de plus en plus capitaux. Oui, ce qu'il faut pour Getafe désormais, c'est de ne plus lâcher les points. Si on veut être européen, jouer la Ligue européenne des champions comme c'est affiché, il va falloir être fort, solide. Je compte quand même sur la solidité de cette équipe, une solidité, on va dire, affichée par l'international togolais, le capitaine des éperviers, Dieng d'Akonam. Donc Getafe aujourd'hui n'a plus de questions à se poser. Il va falloir prendre des points, au pire des cas arracher des matchs nuls pour être européen, parce que là c'est très très serré désormais. Ah oui, c'est très très serré du côté de la Liga espagnole. On va finir avec cette bonne nouvelle pour Eden Hazard, opéré de façon efficace. Le joueur du Real Madrid. Oui, maintenant est-ce qu'il va récupérer à temps pour l'Euro qui s'annonce? Point d'interrogation, parce que ce qu'il craignait, s'il se faisait opérer, il va rater donc cette compétition. Maintenant, on verra la réaction de son corps. En tout cas, on attend de voir si Eden Hazard pourra porter le Real cette saison, ou peut-être sa formation. La saison prochaine. Voilà qui est dit. Muchas gracias, Seigneur Yetor. On va faire le crochet désormais du côté du pays où le drapeau il est noir, jaune et rouge. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga.
Alors, les nouvelles du côté de la Bundesliga, c'est que le Bayern va continuer, on dira, sa marche en avant du côté de la Pokal. Hein. Oui, la Pokal, ça va bien. Oui, ça va bien. Le Bayern est encore en course, même si c'est un service minimum qui a permis aux Bavarois d'éliminer Schalke 04, un petit but à 0. Oui. Mais la surprise de ces quarts de finale, c'est bien Saarbrück qui a éliminé 4e division en Allemagne, qui a sorti Düsseldorf, un but partout, et après les tirs au but ont été à l'avantage de ce club-là que personne ne connaît pratiquement. Donc ça fait 7-6. Donc ça permet à Saarbrück quand même de continuer la compétition. De l'autre côté, le Bayer Leverkusen s'est offert l'Union Berlin, 3 buts à 1, et puis 2-0 pour Francfort devant Werder Brême. Et les demi-finales sont prévues pour les 21 et les 22 avril prochain. Mais en attendant, le tirage au sort. Tout à fait. Je vais poser une question à Ria Kodo. Souvent, en coupe, on voit les petites formations qui viennent avec des dents acérées. On les sent très assoiffés. Comment vous expliquez une telle envie de disputer des coupes nationales? La détermination, l'abnégation, l'envie tout simplement de pouvoir écrire l'une des plus belles pages de l'histoire de leur club, parce qu'ils n'ont pas souvent cette opportunité-là, cette possibilité de pouvoir se confronter aux grandes équipes, aux grosses écuries du pays. Donc la Coupe nationale est une occasion rêvée pour du moins se montrer ses talents, montrer sa capacité de pouvoir détruire, entre guillemets, les grandes équipes. Et il y a également un autre aspect qu'il ne faut pas occulter, c'est par rapport à la volonté de ces grandes équipes-là également de pouvoir faire tourner l'effectif, de faire reposer des joueurs titulaires pour d'autres échéances à venir. Et donc ça joue forcément sur les résultats. En tout cas, on se rappelle d'une équipe, les Vendée, les Herbiers, qui avaient disputé une Coupe de France. De Carquefou. Ah oui, Carquefou, voilà. Ils étaient contents de jouer contre le Paris Saint-Germain. Il y a également la magie des coupes nationales qui opèrent. Parce que vous savez, sur un seul match, tu peux arriver. Quand on prend cette équipe de 4e division, quand on prend cette équipe-là face au Bayern Munich, en 100 matchs, il y aura 100 défaites. Mais sur un seul match, je pense que tu peux se faire, tu peux se gagner. Et moi, je pense que les joueurs lâchent véritablement les chevaux pour aller véritablement écrire leur histoire, comme Henri vient de le dire. Aujourd'hui, c'est une coupe nationale et ce n'est pas la Bundesliga. Donc, sur un seul match, comme je viens de le dire, tu peux arriver, c'est ce que nous voyons. Mais on ne peut pas passer quand même sous silence ce que le Bayern a fait cette semaine avec cette campagne Rot gegen Rassismus, qui veut dire carton rouge contre le racisme. Moi, je pense que c'est une bonne initiative et moi, j'ai été vraiment marqué par la déclaration de Rummenigge qui a dit que le Bayern est un grand club et on se doit d'avoir quand même des tribunes claires, des tribunes propres, pas des propos racistes, antisémites et autres. Ça veut dire que le Bayern a pris quand même le pouls de la situation. Aujourd'hui, c'est un fléau qui gangrène véritablement le football mondial, la société en général. Et moi, je pense qu'à l'instar du Bayern Munich, d'autres grands clubs peuvent quand même emboîter les pas du club bavarois. J'avais envie de répondre un peu à cette question que vous avez posée par rapport au supposé petit club. Vous savez, ils n'ont pas, on va dire beaucoup, ils n'ont pas le choix par rapport aux grands qui ont des objectifs affichés, qui veulent être sur des compétitions assez précises. Les petits clubs entre griffes se disent avec cette coupe, on peut y aller. Ils ne font pas le choix, ils jouent à fond. Donc il y a ces paramètres-là également qui permettent quand même aux petits clubs de pouvoir s'afficher, de pouvoir gagner, de pouvoir surprendre. Donc des grands clubs se disent non, la coupe, on n'a pas besoin pour le moment. On veut gagner la Ligue des Champions, donc on met des joueurs. Voilà, c'est un peu aussi ça l'histoire. Hein. On va rester avec vous, Franck Lunyama, pour parler de la Bundesliga proprement dite. Et là, il y a un duel entre les deux Borussia, Mönchengladbach et puis Dortmund. Les deux équipes ne sont séparées que de 2 points au classement. C'est un match important. Vous savez qu'en début de compétition, Mönchengladbach a dirigé. Bien sûr, il a été leader. A contrôlé cette compétition, le Borussia Dortmund, à un moment donné. Donc, actuellement, je crois qu'ils sont 3e, 4e. Donc, c'est un match assez intéressant qui peut jouer peut-être sur cette fin de saison. Donc, la victoire va être recherchée à tous les niveaux. Mönchengladbach, malheureusement, n'est plus aussi stable ces derniers temps, comparativement au Borussia Dortmund qui a quand même la main,
qui revient avec dans la Jadon course. Sancho en Jadon feu. Sancho, ce joueur de 19 ans, Incroyable. qui est courtisé de partout en Europe. Oui. Et on parle d'ailleurs de 140 millions d'euros mais c'est pour hallucinant. avoir ce joueur-là. On va voir. Donc c'est un match assez intéressant qui s'annonce. Ça va se jouer. Oui. Et voilà, on espère que le spectacle sera au rendez-vous. Avant de retrouver Henri, Roméo, dans ce duel-là, qui est mieux verni pour pouvoir gagner des points? Ça va être compliqué de le dire parce que les points sont très importants dans cette dernière phase de la saison. Et là, je pense que l'équipe qui saura bien gérer cette partie, peut-être qu'il va marquer très vite et gérer la suite de la rencontre pourra l'emporter. Vous le savez bien, le football ne dit jamais, sinon ne dit toujours pas la vérité. La vérité. Et la vérité du terrain n'est pas la vérité des vestiaires. Exactement, voilà qui est dit. La citation là, gardez-la s'il vous plaît. Erling Haaland est un phénomène pour le Borussia Dortmund, accompagné de Jadon Sancho. Du côté de Borussia Mönchengladbach, on a des joueurs comme Bril Mbolo, comme Patrick Herrmann. Ce sont des valeurs sûres, mais vous avez envie de dire autre chose. Bien évidemment, Henri Akodo. au-delà des qualités de Bril Mbolo et de Patrick Herrmann, je pense que cette Il y formation a également Alassane Plea. Alassane Plea, le franco-malien, l'international français. Je pense que cette formation de Borussia Dortmund part favori pour cette rencontre parce que c'est un quatuor, c'est un carré magique assez impressionnant. Quand on parle de Jadon Sancho, on parle de Erling Haaland, à eux tous deux, ils peuvent tout simplement désactionner les blocs adverses. Vous avez Jadon Sancho qui est le meilleur passeur de ce championnat de la Bundesliga avec 14 passes décisives. C'est un joueur qui est capable de finir très fort également dans les surfaces de réparation. Il est capable, sur ses coups de rein phénoménaux, de pouvoir du moins foutre le bordel dans les défenses adverses. Il est capable également sur des accélérations fulgurantes de servir ses partenaires démarqués. Je pense qu'aujourd'hui, les Citizens vont s'en mordre les doigts parce qu'il a été formé à Manchester City, mais on ne l'a pas fait confiance et puis finalement, il est aujourd'hui au niveau du Borussia Dortmund. Le Borussia Dortmund, c'est un club aujourd'hui qui fait beaucoup qui est très bon en affaires parce que c'est clair, recruter Jadon Sancho derrière moins coûteux, on revend très très cher. Bien évidemment, quand on prend également les qualités de ce joueur, Erling Braut Haaland, aujourd'hui c'est assez phénoménal. Je pense que cette formation du Borussia Dortmund va quand même gagner un trophée cette saison pour du moins bonifier un peu les qualités de son effectif. Franck Nouniama, les autres affiches de cette Bundesliga. Eh bien, cette 25e journée commence dès ce soir, comme toujours, Paderborn, le dernier qui reçoit Cologne. Et demain, Schalke 04 sera face au club du Togolais Illas Bebou Offenheim. On espère qu'il n'y aura plus de murmures et que les joueurs soient obligés de se faire des passes sur une quinzaine de minutes. Wolfsburg reçoit Leipzig. C'est un match intéressant aussi puisque, souvenez-vous, la dernière fois, Leipzig a laissé des points en chemin et le Bayern qui a confirmé. Le Bayer Leverkusen joue contre Francfort, Hertha Berlin, Werder Bremen, Fribourg, Union Berlin. Et puis dimanche, on aura 2 matchs pour clôturer cette 25e journée. Le Bayern Munich qui reçoit Augsbourg et puis derrière, Mayence qui donne rendez-vous à Düsseldorf. Dankeschön, Herr Nouniama. Voilà en ce qui concerne la Bundesliga. Nous partons désormais dans le pays où pour l'instant, pas d'école, pas de championnat. Tutto calcio Italia. Spacca la porta, segna anche il Team Cup. Je ne sais pas si nos confrères auront le temps de commenter des matchs avec autant de verve ce week-end du côté de la péninsule. Et là, on va parler du 27e chapitre de la Serie A italienne, des matchs qui vont se disputer, s'il vous plaît, à huis clos. À huis clos, ça veut dire que voilà, quand on n'aura pas de spectateurs, Pélagie, les joueurs seront là, les entraîneurs, les réservistes, les arbitres, mais pas de supporters. Vous imaginez un peu. Alors, on va s'intéresser à ce match entre l'Atalanta Bergame et la formation de la Lazio Rome. John Tissot, 2 attaques en feu. Je vais juste vous donner quelques chiffres pour vous aider dans vos analyses. Je vais me retrouver tout à l'heure dans mes papiers. Voilà, la Lazio Rome a inscrit 60 buts en combien de journées déjà? En 25 journées. L'Atalanta en a mis 70. L'Atalanta Bergame, ce n'est plus la surprise.
La surprise a été créée la saison dernière. Aujourd'hui, je pense que c'est la confirmation de cette équipe de Bergame. Aujourd'hui, quand on prend l'attaquant Diovan Zapata qui marque ce but, mais autour de lui, il y a des anciens joueurs qui ont eu des échecs dans d'autres clubs, mais ici, avec Gozens, mais aussi avec la patte Gasperini, ça a pris. Et aujourd'hui, on voit une belle équipe, une équipe offensive qui est d'ailleurs la meilleure attaque de la Serie A, qui est la seule équipe à avoir marqué 7 buts 3 fois dans cette saison. Donc cela veut dire que c'est une belle équipe de l'Atalanta Bergame face à la Lazio de Rome, l'autre équipe qui reste sur la continuité. La dernière fois, Simone Inzaghi l'a dit en conférence de presse qu'il félicite les joueurs parce que c'est le fruit d'un travail sur les 4 dernières années. Aujourd'hui, quand on prend Correa, Ciro Immobile et on prend Carlos Luis Alberto, oui. Et Caicedo, l'ancien de l'Espagnol Barcelone, c'est une attaque qui arrive véritablement à exploser les défenses adverses. Donc aujourd'hui, ça sera quand même un match de très haut niveau entre l'Atalanta Bergame et la Lazio de Rome. Mais le seul hic, c'est qu'il n'y aura pas de supporters. Il n'y aura pas de supporters. Franck Nounyama, on parlait de ce match à huis clos. La Lazio, à l'heure où nous parlons, est leader provisoire de cette Serie A italienne. Peut-elle croire de rêver en un titre, même si on a des cadres comme la Juve, comme l'Inter? Oui, il n'y a qu'un petit point qui sépare. 2 points pour l'instant entre la Juve et la Lazio. Ça fait désormais quoi 62 pour la Lazio, 54 par exemple pour l'Inter Milan. Voilà, non, je crois qu'il reste encore un peu de journées. Oui. Lorsqu'on fait le total, il ne peuvent pas 12 journées, donc 36 points à prendre. Donc, ils ne peuvent pas commencer par faire la fête tout de suite. Je crois que ça demande plutôt la concentration et cette recherche permanente de 3 points pour consolider justement cet avantage. Mais on sait souvent que ça s'est produit déjà dans cette saison. La Juve a été un tout petit peu reléguée après elle a repris le pouvoir. Exact. Donc, je crois que ça va se jouer jusqu'au bout entre la Lazio, la Juve et l'Inter. Donc, pas question de pouvoir commencer par danser, s'applaudir tout de suite. Parce que là, on aura perdu, on va dire, la concentration et l'irréparable peut se produire. Donc, je crois que pour la Lazio, c'est vrai, il y a ce huis clos. Ça ne permet pas quelque part de pouvoir jouer au football. Selon vous, comment peut-on jouer un match à huis clos? C'est impossible. Dans quel état d'esprit le football a besoin du public. Sans le public, j'ai envie de dire qu'on ne parle plus de football. Parce que là, même de tous les sports. Oui, dans tous les sports, on a besoin de spectateurs pour donner un certain éclat, une certaine vie à ce qu'on fait sur le terrain. Sans ça, je pense que là, les joueurs eux-mêmes d'abord sont un peu plongés et ils n'arrivent pas à se décupler. Donc, ça ne fait pas du tout bien pour ce match-là. Et je commence par avoir peur pour la Juve qui va recevoir le Lyon. On va en parler tout à l'heure. Peut-être dans ces conditions. Attention. Et on va rappeler quelque chose, Roméo Yetor, avant de vous laisser le micro. La dernière fois où les deux équipes se sont rencontrées, je parle de la Lazio Rome et puis l'Atalanta, c'était lors de la 8e journée. Score final deviné, 3 buts partout. Ouais. Ça veut dire tout simplement que le jeu reste toujours ouvert des deux côtés, et surtout Atalanta qui marque beaucoup de buts. Ciro Immobile va vouloir profiter de cette occasion pour marquer des buts, pour creuser l'écart sur ses poursuivants. Ça va être un match totalement ouvert. Maintenant, la situation que vit actuellement l'Italie ne permet pas peut-être d'avoir le même résultat. Comme à l'aller, le match va perdre un peu de sa verve et c'est ce qu'on regrette pour le football. En tout cas, vous voulez rapidement. Il faut dire que sur le plan historique, la Lazio aujourd'hui a cette possibilité-là de pouvoir gagner encore un titre au niveau de la Serie A. La dernière fois, c'était en 2001. En 2000. Oui, en 2001. Ok, d'accord. Bon, la dernière fois, c'était en 2002 avec cette équipe dans laquelle Simone Inzaghi, on avait un certain Juan Pablo Verón, mais également un certain Diego Simeone, une équipe dirigée par Sven Goran Eriksson, le Suédois à l'époque. C'est une très belle équipe. Je pense que cette formation ressemble pratiquement à celle-là parce que c'est une formation tournée vers l'avant. Pour vous, c'est l'histoire qui peut se répéter? C'est possible. Parce que quand vous voyez la jouer aujourd'hui dans ce système de 3-5-2, vous avez comme l'impression
l'impression que c'est une équipe qui maîtrise parfaitement sa partition avec cette capacité d'utiliser la latéralité. Vous avez ce tandem au milieu du terrain, Milinkovic-Savic et l'autre joueur, Luis Alberto, qui savent gérer parfaitement les phases de transition défensive-offensive devant la machine Ciro Immobile, qui est aujourd'hui le capo canonieri avec 27 réalisations. Ça sera une rencontre très intéressante parce qu'en face également, vous venez de le rappeler, il y a un trident offensif très intéressant là-bas qui a marqué 39 buts pour l'Atlanta Bergame. C'est énorme. On aura droit à une rencontre très explosive. En tout cas, à suivre de très très près. L'avantage de la Lazio, c'est que elle n'a plus de compétition européenne. Voilà. Quand on parle de la Juventus, elle a envie de gagner la Ligue des Champions, de même que l'Inter qui est en Ligue Europa. Donc la Lazio a tout le temps de se concentrer sur la Serie A et pourquoi pas damer les pions, surtout la Juventus qui a envie d'enchaîner après les titres d'affilée. Ce sont des paramètres à prendre en compte pour la formation Laziale. Alors, autre match, Genoa face à Parme, Torino, Udinese, Spal Ferrara reçoit la formation de Cagliari, la Juve va jouer chez Bologne. Et puis l'AS Roma va jouer face à la Sampdoria de Gênes, tout comme Milan AC qui reçoit la formation de Genoa. On en parlait tout à l'heure, mais rappelons que tous ces matchs vont être disputés à huis clos, sans spectateurs. Ah oui, beaucoup de courage à vous, messieurs. C'est pas du tout facile. Alors, fini pour le Calcio. Et cette fois-ci, nous prenons la direction de l'Hexagone. Monaco, le champion. Et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Alors, du côté du foot français, il y aura un match assez intéressant entre deux formations avec, des entraîneurs connus, ou si vous voulez, Christophe Galtier de Lille, qui va recevoir Rudy Garcia de Lyon, quand on sait que Rudy Garcia a été champion de France avec Lille en 2011. Alors, les retrouvailles, ça s'annonce comment, Roméo ? Oui, je pense que ce sont des matchs compliqués pour ces entraîneurs qui ont dirigé des clubs. Rudy Garcia, va essayer de sauver son image par rapport à cette large défaite en Coupe de France face au Paris Saint-Germain. Il doit encore penser à ça ? Forcément, parce ça que reste dans un coin de la tête. Oui, ça c'est sûr, parce que juste après ce match, il y a les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Or, le match contre Paris servait à préparer cette rencontre retour, mais les Lyonnais ont complètement raté leur match et maintenant il faut se relancer face à Lille. C'est vrai que Lille n'est pas Lille de 2011, beaucoup de choses ont changé et je pense que ça va être un match assez intéressant. Maintenant, on attend la réaction des Lyonnais par rapport, je le disais, à cette défaite en Coupe de France. Vous voulez vous mouiller sur ce classique, en guillemets, Franck ? Lyon, l'objectif premier, c'est de retrouver au moins le podium de la Ligue 1 en France. Donc, sur le plan comptable, ils ont 7 points de moins que Rennes, 3e. Hein. Voilà, donc pour y arriver, il n'y a pas autre chose à faire que de gagner des matchs, de prendre des points. Et là, ça va compter forcément. Le fait pour Rudy Garcia d'avoir entraîné Lille et d'avoir gagné le titre de champion avec ce club il y a quand même 9 ans, ça reste quelque chose toujours de particulier. Donc, je pense que Rudy Garcia, avec cette dynamique, avec cette victoire contre Saint-Étienne 2-0 dans le derby. Voilà, donc ça reste quand même, malgré la défaite, le naufrage contre le Paris Saint-Germain, ça reste, on va dire, une sorte de confiance dans le championnat parce qu'il reste sur une victoire quand même à ce niveau. Donc je pense que ça va être un match assez intéressant, mais Fabien Galtier, c'est pas Christophe. Fabien Galtier, c'est du côté de Rugby. Voilà, ça veut donc, dire que Christophe vous aimez tous les Galtier, sports. voilà. Christophe Galtier n'a pas envie aussi de se laisser marcher sur les pieds. L'objectif là aussi, c'est le podium. Donc c'est les petits budgets de cette compétition et ça annonce un match assez disputé, assez ouvert quand même. Mais attention à Osimhen, ce diable du côté lillois. Quand il est efficace, voilà, donc, mais on dit aussi que Guimarães porte désormais Lyon. On verra bien. L'avantage pour moi, c'est pour les Dogs,
pour Lille, D'accord. quand je touche l'aspect physique, Ok. parce que je pense que Lyon Un peu cramé. lui, sur le plan physique, après avoir disputé cette rencontre de la Coupe de France face quand même au Paris Saint-Germain. Et après ça, Lyon fait partie des équipes qui ont le plus joué en 2020. Ça fait 16 ou 17 rencontres que Lyon a disputées, alors qu'au même moment, il y a Lille qui n'a que le championnat. Et je pense également que Lille a une très belle effective, comme Franck vient de le dire, avec Osimhen, Loïc Rémy, son expérience, et c'est José Fonté en défense. Et avec tout ça, on a une très belle équipe également de Lyon qui a créé la sensation en battant la Juventus, qui a créé la sensation surtout avec une certaine série, mais stoppé dans son élan. Et je pense que, comme Roméo l'a dit, cette défaite-là va tarauder l'esprit de ces équipes, de ces joueurs. Et en plus de ça, l'aspect physique qui est très primordial. La 28e journée de Ligue 1 démarre ce soir avec Marseille qui reçoit au Vélodrome Amiens. Les Phocéens doivent mieux faire parce qu'à domicile, c'est pas du tout fameux pour les hommes d'André Villach-Boache. Autre match à suivre, Strasbourg qui reçoit le Paris Saint-Germain. Nice joue contre Monaco dans le derby de la Côte d'Azur. Angers accueille Nantes, Dijon-Toulouse. On aurait appris depuis hier comme quoi le club serait en train d'être racheté. On attend de voir si les investisseurs chinois... Les deux, c'est bien. On va mettre les moyens pour rapidement revenir en Ligue 1. En Ligue 1. Peut-être c'est pourquoi Dossé a choisi de rester. Ah oui, il avait déjà il a eu vent. Infos. Voilà. Il y aura beaucoup d'argent maintenant. On va recevoir Nîmes. On aura également un intéressant Reims-Brest. Et puis dimanche, 3 rencontres. Saint-Etienne, qui s'est qualifié pour la grande finale de la Coupe de France, va recevoir Bordeaux pour un des classiques du foot français. Rennes va disputer un match face à Montpellier. Et puis on en parlait tout à l'heure, Lyon qui va recevoir la formation de l'Olympique lyonnais. On va dire quelques mots, 30 secondes pour cette grande finale de la Coupe de France entre Saint-Etienne et le Paris Saint-Germain. Mais parlons de Kylian Mbappé. Ce joueur, c'est un joueur phénoménal. Il a mis un triplé face à la formation de Lyon avec un 3e but venu d'ailleurs. Pas possible. Qu'est-ce que vous en dites, Henri Akodo? Vitesse, puissance, explosivité, capacité de dribble dans les petits espaces. Il saoule ses adversaires à travers son agilité technique. Je pense que c'est un phénomène. Doit-il quitter le Paris Saint-Germain? Aujourd'hui, par rapport aux ambitions du club parisien, je pense que Kylian Mbappé a encore sa place au Paris Saint-Germain. Mais par rapport à ses ambitions personnelles, il peut avoir des envies d'ailleurs. Il peut manger à la table de Cristiano Messi? Non, c'est trop tôt. C'est trop tôt pour le dire. C'est trop tôt. Ce que Cristiano et Messi font, en tout cas, il faut attendre peut-être 20 ans après de revoir ça. Angelo, quand on prend les 3 buts de Kylian Mbappé, je peux dire que c'est le nouveau Kylian Mbappé qu'on a vu. Parce qu'il s'est réinventé. Au début, quand une autre palette à son jeu. Il s'est révélé. C'est un Kylian Mbappé qui est lancé, qui vient de loin. C'est-à-dire qu'il prend les espaces et il vient marquer. Mais là, on voit que Kylian Mbappé est très efficace aussi quand il est dans la surface de réparation, quand il est parmi les défenseurs. Là, il sait se replacer. Il sait également comment réagir au bon moment pour véritablement mettre la balle au fond des filets. Donc aujourd'hui, Kylian Mbappé, oui, il est un phénomène, mais il sait bien que pour véritablement manger à la table de Cristiano et Lionel Messi, il faut véritablement progresser et il le montre sur le terrain. Et surtout travailler. Ouais. Il lui manque de concentration. Pas de comparaison, mais il peut s'inviter à la table. Non, il va rester à côté et regarder en attendant. Mais ce sera quand même une finale très intéressante entre ces deux équipes parce que le Paris Saint-Germain a 12 trophées dans cette Coupe de France et le Saint-Etienne a 6 trophées. Saint-Etienne, on s'en souvient, dans les années 80, c'était la plus grande équipe de France avec les Patrick Rivelli, avec les Christian Lopez, bien évidemment, Platini et Jacques Santini. Tout à fait. Aujourd'hui, Saint-Etienne revient. 38 ans après. Bien évidemment, 38 ans après, depuis 2017. Ce sera une finale très intéressante. Peut-être que c'est une victoire qui va faire du bien à la maison des Verts. Ces parce derniers que là, moments, il y a une petite crise qui s'installait parce que Claude Puel, quand il est arrivé, il a commencé par relever le club, mais après, ça a commencé par redescendre. Et puis, il y a j'allais dire, cette histoire entre Puel
et puis le gardien Oui, des Anvers, Stéphane Ruffier, qui l'a écarté. Oui. Certains cadres du vestiaire ne sont pas aussi d'accord, mais il maintient sa position. Donc il faut rapidement corriger ces choses avant la finale contre Paris. La finale qui a lieu le 25 avril, on aura tout le temps de pouvoir parler de cette confrontation. Il y aura une double opposition entre les deux, le 18 avril et le 25, la finale en de la championnat Coupe de France. et puis en le Coupe 25, de France. oui. Voilà qui est dit. Alors, on va désormais discuter sans langue de bois concernant quelque chose. Le débat des spécialistes. Les grands joueurs automatiquement ne deviennent pas des grands entraîneurs. Il y a le cas Maradona. Un certain Montini, il dit Balotelli court, il marche. Des anciens joueurs qui deviennent pour la plupart des grands entraîneurs, la preuve avec Zinedine Zidane, ce qui veut dire qu'ils ont forcément une autre façon de penser le football aujourd'hui. On n'est pas forcément obligé d'être un grand joueur pour être un grand entraîneur, ce que Mourinho a réussi. C'est le côté spirituel, magie, tout ça là, c'est vrai, nous sommes en Afrique, on va me dire que tout peut se passer, mais à 99%, vous gagnez le match sur le terrain. Et l'autre là, on va dire que c'est une chance qui vous a souri. Le débat des spécialistes. Ah oui, pour l'instant, la chance ne sourit pas aux pays européens concernant le coronavirus. Ah oui, c'est une épidémie qui s'empare du football. Roméo Yetor, on a eu vent de cette information et chaque jour qui passe, ça crée une certaine psychose. On s'intéresse justement aux impacts que peut avoir cette épidémie, si on peut le dire, sur le foot européen. Quel est votre avis là-dessus ? Ça bouleverse le déroulement donc, des activités, les règles de jeu, tout ça là, ce qui fait qu'aujourd'hui en Italie, les matchs se jouent à huis clos. Ça va agir négativement sur la performance des clubs. Aujourd'hui, certains clubs ont besoin de l'argent. Des supporters qui ont acheté des billets depuis vont se faire priver. Donc, ceux qui se sont abonnés par voilà, exemple. de ce spectacle. Ça fausse tout. C'est vrai qu'on ne peut pas prévoir cette situation parce que c'est quelque chose qui arrive brusquement et ça vous surprend. Maintenant, c'est la gestion de la situation qui pose problème. Et parfois, les médias aussi contribuent à ce que la population soit plongée dans une psychose pas possible. C'est vrai que c'est un virus, c'est contagieux, certes, mais quand on a plus peur du virus, on est susceptible à faire la maladie. Il y a des études qui ont prouvé que des gens peuvent être contaminés, mais ce sont des porteurs sains. Mais au moment où vous développez des sentiments de peur, là, vous allez faire la maladie. Oh là là. Alors, on peut éviter cela, parce que c'est un contact direct. Direct, oui. Si vous ne serrez pas la main, vous n'embrassez pas et tout ça là, vous pouvez être porteur, mais ne pas contaminer les autres. Alors, il faut éduquer autrement maintenant la population et non à chaque fois parler du coronavirus. Vous croyez que par moment, on en fait de trop. On en fait de trop parce que quand votre système immunitaire est tellement renforcé, vous ne pouvez pas développer la maladie. Donc, il faut apprendre à la population que voilà, il y a une méthode simple et naturelle pour pouvoir lutter contre ce virus. Ah oui, pour l'instant, c'est le monde du sport, notamment du football, qui est vraiment touché. Henri, on parle de cette décision prise par le Premier ministre italien où on demande à ce que tous les matchs de Serie A soient reportés, soient joués à huis clos jusqu'au 3 avril. C'est une décision qui doit vraiment taper dans la tête. Hein. Oui, dans un discours à la nation, le président du conseil italien, Giuseppe Conte, a expliqué, a utilisé la méthode pédagogique pour expliquer le bien fondé de ce décret administratif. Je pense que c'est une très bonne chose parce qu'aujourd'hui, au-delà de l'aspect sportif, au-delà de l'aspect ludique, la santé publique est très importante, la santé des athlètes est très importante et quand il y a des risques à ce que ces athlètes-là puissent être contaminés, et il ne faut pas prendre ces risques-là, il faut tout simplement... Est-ce que c'est le fait d'avoir autant de décès qui crée une psychose? Parce qu'en Italie, on parle déjà de 41 décès en 24 heures, 148 en tout. Bien évidemment. En l'espace de quoi? 3-4 jours, voire une semaine. Donc, on s'en rend compte par rapport à ces chiffres-là que l'épidémie est en train de progresser. Ça va très très vite. Ça va très vite, à un rythme effréné, et cela, ça fait très peur. Et aujourd'hui, au-delà des impacts que le sport peut avoir, au-delà
au-delà des enjeux du sport, il y a la vie des athlètes qu'il faut préserver, il y a la vie des supporters qu'il faut préserver. Et donc cette mesure-là, même si elle est en train de bouleverser les habitudes, même si elle aura véritablement des influences négatives, des impacts négatifs sur l'économie du sport, on n'a pas le choix. Pour vous, on n'a pas le choix. Franck Franck Mougnama, le fait de jouer à huis clos, c'est la meilleure décision selon vous, ou peut-être s'achemine-t-on vers peut-être une interruption du championnat carrément? Bon, pour le moment, c'est difficile de le dire. Maintenant, cette décision, je pense que c'est la moindre des choses, puisque selon les spécialistes, il ne faut pas se serrer la main, parce que pour être contaminé, au moins, il faut rester à 1 mètre de l'individu. Même vos coéquipiers à l'entraînement, voilà, c'est ça. Même, de loin, quoi. Oui, mais c'est arrivé à Newcastle, où on a refusé aux joueurs de se serrer la main. Même avec le dernier match de Paris Saint-Germain face à quelle équipe déjà? Face à Dijon, oui. Voilà, tout le monde est resté dans son coin. Tout le monde se salue de très loin. On a oublié que, oui, dans le jeu, on peut se toucher. Voilà. Le souffle peut rapidement atteindre l'autre rapidement. Voilà, donc, je crois que c'est des mesures préventives, mais elles ne sont pas totalement, on va dire, assez efficaces pour empêcher cette pandémie désormais. Parce qu'elle a quitté l'étape de l'épidémie, parce qu'elle a quitté depuis la Chine. Et voilà, même attaque les autres pays. Oui, on a parlé de l'Égypte, la Tunisie, le Sénégal. On a même parlé du Nigeria à côté. Donc, personne n'est épargné. Donc, je pense que c'est des mesures préventives, même si aujourd'hui, ça enlève quelque chose au football, parce que le football ne peut pas se faire sans public, tous les sports d'ailleurs. Donc économiquement, sportivement, c'est une pandémie qui empêche, on va dire, ou bien qui agit négativement sur ce que peut produire le football aujourd'hui. Mais je pense que c'est ce qu'il faut faire pour peut-être réduire un tant soit peu les contaminations. L'Italie, souvenez-vous, est le foyer en Europe. Exactement. Avec déjà plus de 100 morts et 3000 cas recensés. Donc ça fait peur. La psychose s'est installée. Donc à partir de ce moment-là, lorsque vous, en tant que dirigeant, vous ne prenez pas des mesures claires, et la population, ou bien la population vous accusera certainement d'être, on va dire, peut-être indifférent. Donc c'est ce qu'on essaie de faire, mais la prière, c'est que rapidement, qu'un vaccin soit trouvé, et que cette situation puisse laisser tout le monde tranquille. En tout cas, l'année 2020 démarre mal pour les compétitions européennes. Il semblerait même que la Ligue européenne des champions pourrait connaître une interruption. Oui, il y a la Ligue européenne des champions. Il y a récemment le CIO qui a ouvert la porte à un report des JO 2020. Il y a également l'Euro qui est concerné. Donc cela veut dire que ça devient une psychose. Mais personnellement, je n'ai pas aimé le huis clos. Pourquoi? Pourquoi finalement le choc Juve-Inter a été reporté? Parce que les organisateurs savent. Pour vous, on doit jouer à huis clos? Non. Je suis contre le huis clos. Oui. C'est pour ça que je me pose la question, à savoir pourquoi le match Juventus-Inter a été reporté. Parce que les organisateurs savent qu'un tel choc ne peut ne pas jouer sans supporters. Oui, et puis ils savent qu'ils vont perdre également économiquement. Moi, je pense qu'on a dit que le foyer du coronavirus, c'est au nord de l'Italie. On peut toutefois le faire le cas par cas, comme la ministre française l'a dit. Maracine l'a dit la dernière fois des sports. Donc pour vous, on devait délocaliser le match au sud? Non, on peut jouer les matchs qui sont au nord de l'Italie à huis clos et jouer quand même les matchs au sud ou au centre avec des supporters, ou pourquoi pas fermer certaines tribunes. Ça peut se faire. Mais aujourd'hui, on verra des matchs jusqu'au sans oublier que certains peuvent quitter le nord et venir. Oui, mais il peut y avoir quand même des mesures préventives. Il peut y avoir quand même on parle quand même de l'Europe, c'est ça? On parle de l'Europe. Ils ont quand même des méthodes sophistiquées à véritablement, même si aujourd'hui ça devient une pandémie, mais on peut avoir des méthodes pour véritablement mettre une barrière à ça, quoi. Donc moi je pense véritablement qu'il y a des mesures préventives. On est en Europe, il peut faire des choses, et moi le huis clos, ça ne sonne pas bien. La compétition par exemple Juve-Lyon probablement va se jouer à huis clos. Quand on sait qu'il y a une qualification qui est en jeu, on ne sait pas dans quel état d'esprit les joueurs vont aborder quand même cette partie-là. J'ai l'impression que cette épidémie ou ce virus n'est pas connu
parce que ça prend du temps et jusqu'à présent, on n'arrive pas à trouver de vaccin pour stopper la progression du coronavirus. Même si l'Inter Milan aujourd'hui veut financer des recherches à 100 millions d'euros, je pense que si dans chaque organisation, on peut aider les spécialistes à trouver un vaccin. Et ce qui est aussi bizarre, ce sont les personnes âgées qui sont plus 60 ans, exposées à ce virus. C'est-à-dire que ceux qui sont jeunes, je le disais, qui ont un système immunitaire assez fort, renforcé, résistent mieux à ce virus. Maintenant, on peut aider ces gens-là aussi à renforcer leur système immunitaire. Mais il y a une chose que moi je ne comprends pas. Il y a une chose que moi je ne comprends pas, c'est que c'est dans cette période qu'il y a certains joueurs signent en Chine. C'est ce que moi je ne comprends personnellement pas. Il y a le Camerounais Minala qui a signé également. Mais il est assez courageux. Hein. Vraiment courageux. En tout cas, vivement que tout ça reste derrière nous dans les jours à venir. C'est important parce que franchement, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Alors, on s'achemine vers la fin de cette émission déjà. On va souhaiter un joyeux anniversaire à Ziamane Sodine, qui n'est autre que le président de Jupiter Sport d'Agonivé. Bien le bonheur à vous et puis tout ce que votre cœur désire. Et puis aussi avoir une pensée à l'endroit de nos confrères de Taxi FM. Ah oui, sincèrement, nous sommes de cœur avec vous. Beaucoup de courage et vivement que les choses se remettent en place. Alors, Henri Akodo, vous avez quelqu'un à saluer rapidement ? Lui dit bonjour. Oui, bonjour. Je salue une demoiselle du côté d'Agoué actuellement. Elle s'appelle Priska. Priska, d'accord. Coucou à elle. Coucou à elle. John Atisso. Oh non, je n'ai pas une personne particulière à saluer, mais je salue tous les auditeurs qui nous ont suivis. Merci beaucoup. Roméo Yetor. Alors, bon anniversaire à un fidèle auditeur, il s'agit de Reddy Cash. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Bon anniversaire à toi. Bon anniversaire à vous. Je salue également Momo le Barcelonais, les amis de Bossimé, les amis d'Adéwi, sans oublier mon frère Pascal Sévan qui nous suit actuellement à Tidier. Le message est passé. Franck Nounyama. Oui, bonjour Thomas Ouvenou depuis le Grand Marché. C'est un nom conditionnel de cette émission. Bonjour Esther. Bonjour Charlie, Pascal, Daniel. Ils sont très nombreux à nous suivre, à nous faire confiance. Excellent week-end. Merci à toutes et à tous de nous avoir fait confiance durant toute l'émission. Merci à Henri Akodo, John Atisso, merci d'être passé nous voir. Mille merci à Franck Nounyama et à Roméo Yetor. On salue au passage le coach qui n'est autre que Jean-Louis Koudjonou. Voilà, et lui aussi nous suit religieusement. Nous saluons également Yedi Baoma et tous ceux qui sont sur la plateforme Fan PFE Sport FM. Merci Elam Adomon. La vidéo est à retrouver sur radiosportfmtg.com. Gratitude infinie à Sa Majesté Pélagie Mekoum. On se retrouve lundi en bonne santé avec la bonne humeur et surtout toujours avec le même plaisir. Restez sur Sport FM, la radio qui mouille le mail. Ciao.